Bonjour, les décideurs de la gestion d'un genre très particulier pour cette première semaine de novembre, d'un genre particulier en raison du calendrier. Nous sommes le 2 novembre, le 1er novembre est férié en France, donc peu d'activité aujourd'hui à la bourse et très peu d'activité en début de semaine sur l'ensemble des marchés financiers avec Wall Street qui a été fermé en raison des fortes inondations qui ont bloqué la machine économique tout entière et la bourse. Donc j'en profite pour cette semaine de faire un peu le point seul, et non pas comme chaque semaine, comme vous en avez l'habitude avec un ou deux invités spécialistes de la gestion, le point sur les 3 derniers mois de conseils que nous avons donnés dans les décideurs de la gestion. Donc c'est un point après une semaine où, grosso modo, les marchés financiers ont gagné un petit pourcent ou un gros pourcent suivant les cas, soutenu par une reprise qui semble se confirmer aux États-Unis, un peu plus nette que prévu. Et puis en Chine, en commencement de début d'accélération et puis aussi un commencement de transition politique. Donc en regardant les 3 derniers mois, les 2 derniers mois et demi des conseils des décideurs de la gestion, ça permet de faire un palmarès, c'est assez intéressant, et ça permet aussi pour vous de juger de l'opportunité de suivre ou de ne pas suivre les conseils qui vous sont donnés chaque semaine. Alors, 25 conseils, grosso modo, donnés avec ce que le magazine Investir appelle des tops et des flops, mais assez marqués. Alors, sur des marchés financiers qui ont peu bougé dans la période, nous avons des performances qui vont de 10 à 36% pour Michelin, Crédit Agricole, Carrefour, Téléperformance de Richebourg. Et nous avons, ce sont les tops, et nous avons à l'inverse 2 flops qui sont Sequana et Peugeot. Donc la première chose peut-être à faire, c'est le point sur ce qu'on peut faire pour ces tops et pour ces flops. Le premier dont j'ai envie de parler, c'est de Richebourg. De Richebourg a progressé de 36% depuis son conseil au mois d'août. C'est considérable. Hein. C'est considérable. De Richebourg, c'est une société qui est très sensible au cycle de l'activité économique, aussi bien pour son activité de service aéroportuaire que pour son activité de récupération de ferraille. C'est une affaire qui n'est pas encore très très chère au jour d'aujourd'hui. Les bénéfices de cette année sont estimés sont payés autour de 9 fois par la bourse, ceux de 2013 du même genre, et 6-7 fois pour 2014. Néanmoins, 36% de hausse, je crois que prise des bénéfices sur ce top, c'est assez bienvenu. Deuxième top sur lequel on prendra aussi des bénéfices, c'est Téléperformance. Téléperformance en moins de 2 mois a gagné 20%. C'est un rattrapage. Lorsque Téléperformance, qui est une société spécialisée dans les centres d'appel, a été conseillée, l'idée était de dire qu'il y avait 20% de retard sur les équivalents internationaux. Les 20% sont là, donc l'essentiel de la performance courte est faite et il faut savoir prendre ses bénéfices. Bon, à l'inverse, nous avons donc, comme dit, 15%, dont 19,5% de pertes sur Peugeot. Alors Peugeot, c'est de l'archi-spéculatif. D'ailleurs, c'est comme cela qu'il avait été conseillé dans l'émission Les décideurs de la gestion. Cet archi-spéculatif, c'est pas cher. Hein, c'est pas cher, évidemment, puisque ça capitalise probablement autour de 30% de l'évaluation de son actif industriel. Et si Peugeot revenait dans des normes de gestion comme on pourrait les imaginer, ça capitalise entre 3 et 4 fois le bénéfice que ça ferait en 2014. Peugeot a bénéficié du support de la garantie du gouvernement français. La contrepartie, c'est qu'il n'y aura pas de dividende. Donc ça a été assez largement sanctionné en bourse. Je vous dis encore une fois, aujourd'hui, à 3 ou 4 fois les bénéfices 2014 estimés, il n'y a probablement pas énormément de risques que ça se casse encore à la figure. Et il y a un joli potentiel à jouer vraiment en trading, hein, après ces 19,5% de baisse. Alors le deuxième flop, c'est Sequana. Alors Sequana est une société qui est plus spécialisée dans la distribution liée au papier et au carton que dans le papier et le carton lui-même, donc est moins dans le cycle que les investisseurs se plaisent à l'imaginer. Sequana, enfin, a bénéficié du support du fonds stratégique d'investissement, du fameux FSI. Il y a eu une augmentation de capital à 1,50 € il y a maintenant 3 mois. Dans les 1,70 € par exemple, il n'y a pas grand risque. Encore une fois, c'est du trading et c'est pour jouer. On peut comparer Sequana en sous-performance de 19 avec de Richebourg en surperformance de 40 et Peugeot reste également une de ces valeurs spéculatives. Alors aujourd'hui, à la vue de tous ces conseils que vous avez pu suivre ou ne pas suivre dans 3 derniers mois, qu'est-ce qu'il en ressort? Bon, il en ressort une première chose, c'est le conseil
a été donné presque chaque semaine, éviter toutes les valeurs qui peuvent avoir un impact venant des États. Donc éviter les valeurs pour lesquelles les États peuvent fiscaliser facilement et fixent les marges d'une manière ou d'une autre. Donc ça concerne des entreprises comme les services publics, bien entendu, EDF, JDF, Suez. Ça concerne la téléphonie, France Télécom en est un exemple. Ça concerne maintenant également les concessions qui sont remises en question, puisqu'on voit bien qu'au moment de discuter de la rentabilité d'une concession d'autoroute, de Vinci ou d'Eiffage, on prend plus en question, l'État va plus prendre en compte la rentabilité pour les utilisateurs et sa rentabilité propre et moins probablement celle de l'entreprise. Donc c'est le grand sujet à éviter. Et par ailleurs, sur les valeurs très chères, hein, les plus belles, il y a des conseils de vente qui sont apparus une fois ou l'autre. Le dernier exemple étant Dior. Alors, ça, c'est la vente. De l'autre côté, les achats. Alors, la première chose qui ressort, c'est que effectivement, cette semaine nous a montré un petit regain du cycle industriel mondial. Et les valeurs les plus sensibles à ce cycle sont intéressantes à jouer. Alors Saint-Gobain, ça a gagné 1% depuis qu'il a été conseillé dans l'émission il y a un peu moins d'un mois. Bon, c'est une variation qui peut être quotidienne. Saint-Gobain a un avantage, c'est que il est assez sensible au cycle, mais surtout sensible à la construction qui repart aux États-Unis, à l'amélioration de l'habitat, un très beau rendement, un rendement de 4,5% sur le dividende estimé actuel. Saint-Gobain n'a jamais passé son dividende, ni même diminué son dividende dans les 25 dernières années. Saint-Gobain se paye aux alentours de 9 fois le chiffre d'affaires estimé pour 2013. C'est un premier axe, encore une fois, dans le domaine cyclique. Alors toujours dans le cycle, mais en améliorant le risque, en augmentant le risque, on va même dire, ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, c'est assez contrariant, c'est une valeur qui a plutôt bien progressé depuis qu'elle a été conseillée. ArcelorMittal a été très sanctionné à juste titre. La sidérurgie, c'est ce qui souffre le plus des à-coups de l'économie mondiale. ArcelorMittal verse quand même un dividende, même s'il a été diminué, va rapporter quelque chose comme 1,3%. Mais surtout ArcelorMittal, pour peu que le cycle conjoncturel mondial s'améliore, peut avoir des bénéfices qui lui font dégager un PER, un taux de capitalisation de ses bénéfices 2014 entre 5 et 6 fois, et c'est vraiment une bonne piste. Donc à côté de ces pistes cycliques, la finance. Alors la finance, c'est ce qui a fait la performance quand même depuis le début du mois d'août, c'est la fin de la première crise, de la très très grande crise de la zone euro. Donc la zone euro étant supposée sauver, les investisseurs se sont retournés vers les banques qu'ils avaient excessivement sanctionnées. Alors bien entendu, BNP c'est la star, BNP c'est la star du secteur, mais j'aurais tendance à penser, et les experts des décideurs de la gestion avec moi, qu'un peu plus de risque peut ne pas faire de mal. Donc Crédit Agricole qui va se débarrasser, suivant la formule de son sparadrap grec, ou Natixis, et peut-être que c'est Natixis que moi je recommanderais aujourd'hui. Natixis cote un peu moins de 2,60 €, et son actif net est estimé à 4,70, 4,80 € par action. Donc on voit le faible risque à partir du moment où cette banque, qui n'est plus une banque dite systémique, c'est-à-dire une banque dont la défaillance provoquerait des risques pour l'ensemble du secteur. À partir de cette banque recommence à avoir un cycle de vie plus normal. Elle est loin d'avoir épuisé son potentiel. On a une très grosse valeur potentielle pour jouer les financières. Alors le troisième axe, c'est la consommation, je dirais, sans risque. La consommation sans risque, assez curieusement, c'est la consommation qui ressemble un petit peu à de l'immobilier. Et alors ça paraît curieux d'aujourd'hui, l'immobilier, tous les journaux en parlent, l'immobilier trop cher, etc. L'immobilier d'habitation est une chose, l'immobilier commercial en est une autre. Et donc les deux valeurs qui sont recommandées, et que je recommande à nouveau aujourd'hui, sont Unibail et Aéroport de Paris. Unibail a gagné 6,5% depuis sa recommandation d'il y a un mois et demi. C'est très belle performance, surtout pour une valeur aussi solide. Unibail, c'est le leader européen des centres commerciaux. Unibail, c'est également un des leaders mondiaux avec Paris et avec Villepinte des parcs d'exposition. Unibail est une société extraordinairement bien gérée. Elle a pas mal de dettes, mais elle sait très très bien le gérer. Elle dégage un très beau rendement d'immobilier, 5%, pour une activité
qui progresse, bon an, mal an, et c'est une première piste dans le domaine de la consommation, une piste sur un secteur sur lequel il y a forcément un peu de méfiance, lié à l'immobilier en lui-même. Et la deuxième valeur qui lui ressemble, c'est Aéroport de Paris. Bon, Aéroport de Paris, évidemment, ce sont des aéroports. Mais la rentabilité d'Aéroport de Paris, c'est une rentabilité immobilière avec les parkings, d'une part, et c'est une rentabilité commerciale, puisque c'est en train de devenir Aéroport de Paris et l'ensemble, la réfection d'Orly, Roissy et les aéroports dans lesquels ils ont pu investir ailleurs, sont en train de devenir des super centres commerciaux de luxe, puisque la clientèle qui prend l'avion est évidemment super premium, comme ils aiment bien dire dans le secteur. Aéroport de Paris dégage un rendement également d'immobilière, avec plus entre 4% cette année, 5% estimé l'année prochaine. Les bénéfices se payent 14 fois les bénéfices 2014. Il va y avoir une transition managériale, mais qui ne va pas bousculer probablement le modèle économique. Donc, immobilier, consommation, avec Unibail et Aéroport de Paris. Alors, pour finir, parce qu'il faut bien finir, on ne va pas citer toute la cote, autre piste, je dirais les stars dont on peut estimer, ou dont certains de nos invités ont pu estimer, ou certains analystes estiment qu'elles n'ont pas le statut qu'elles devraient avoir, le statut boursier que leur qualité de gestion, leur marché, la manière dont ils les appréhendent leur donne. Et donc, les stars dont le statut boursier pourrait être réévalué. Alors, la première que je citerai, c'est Vilmorin. Alors, Vilmorin est une valeur qui est chère, qui se situe parmi les valeurs qui sont proches de leur plus haut du marché. Vilmorin progresse néanmoins, je le note, de 4,5% en un peu plus d'un mois depuis son conseil dans les décideurs de la gestion. Vilmorin, c'est à la fois de la masse, dans le domaine des semences, et c'est de la marge relativement assurée dans le domaine des graines destinées aux particuliers. Donc on joue à la fois sur la masse et la croissance mondiale et sur des marges très fortes sur un secteur très très préservé. Donc Vilmorin, en ce qui se paye pareil aux alentours de 14 fois les bénéfices, 14 ou 15 fois 2014-2013, garde un potentiel malgré un très beau parcours. Et c'est une valeur qui peut avoir le statut de star mondiale et qui ne se paye pas encore comme une star normale. Deuxième valeur qui a un statut de star mondiale mais qui ne se paye pas encore complètement comme star mondiale, c'est Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, son dirigeant est mort cet été, et ça a été l'occasion évidemment de faire le point sur le parcours extraordinaire de cette société, de ce qui est devenu un groupe. C'est une machine à fabriquer de l'argent. C'est ce que citait un des décideurs de la gestion quand on l'a conseillé la dernière fois. C'est une société qui va faire de l'argent, qui va en faire tous les ans, qui est positionnée sur les marchés de croissance et les marchés matures, qui a des marques et qui défend ses marges. Payer cette affaire-là moins de 14 fois les bénéfices estimés en 2013, c'est pas hors de prix. Le rendement est de l'ordre de 2,2%. On a un très très beau potentiel pour une valeur qui est quand même une valeur de fonds de portefeuille, mais la valeur type de fonds de portefeuille qui a encore une fois ce statut de valeur encore franco-française, c'est comme ça qu'elle est regardée, alors que c'est une star internationale. Alors, autre valeur qui va, et peut-être la dernière, qui va changer de statut, ou dont le statut est totalement à revoir, c'est Vivendi. Alors, Vivendi, évidemment, c'est une holding qui fait beaucoup de choses, qui fait du téléphone, qui fait des jeux électroniques, qui fait de la télévision, qui fait de la musique. C'est une holding dans laquelle un investisseur professionnel à grand succès qui est Bolloré Investissement, où l'ensemble des sociétés animées par Vincent Bolloré sont rentrées dans le capital. Bolloré va rentrer lui-même au conseil d'administration de Vivendi, il va réveiller cette belle endormie, il va y avoir des cessions, il va y avoir peut-être des renforcements aussi. Ce qui est certain, c'est que la sous-évaluation criante de la valeur va disparaître probablement dans les 6, 8, 10 mois. Alors, il y a eu un palier de hausse qui a été fait et qui explique la bonne performance depuis le conseil de Vivendi, qui est lié au fait justement que Bolloré s'est renforcé après avoir apporté ses actions de ses chaînes de télévision à Canal+ et avoir été payé en actions Vivendi. Bolloré devait passer au-dessus de 5% pour des raisons fiscales, va probablement continuer à se renforcer. Et il y a sûrement un flot de nouvelles, comme disent les investisseurs, qui sera favorable. On ne voit pas très bien qu'il y ait plus de mauvaises nouvelles à venir que celles qu'on connaît déjà pour Canal+, pour SFR, etc. Et donc voilà les axes recommandés, le cycle, la finance, la consommation sans risque, on va dire, et les valeurs à statut qu'on réviserait,
Dernier point, un peu de spéculation. C'est une spéculation qui peut paraître hardie, mais qui, en un mois et demi, a rapporté déjà 11,6% aux gens qui ont suivi le conseil. C'est Carrefour. Alors Carrefour, c'est aussi de la consommation, c'est pas de la consommation tranquille. Carrefour, 70% du chiffre d'affaires est en Europe. Ça peut paraître beaucoup, mais ça veut dire aussi que 30% est dans des pays, notamment le Brésil, qui sont des pays à forte croissance. Carrefour est, on va dire, enfin ou à nouveau géré par un patron qui est un épicier. Après le marketing, après la finance, on s'est reconcentré sur l'épicerie. Les premières nouvelles, le fait de garder d'avoir deux marques, une marque d'hypermarché, une marque de supermarché, sont des bonnes nouvelles, c'est une bonne direction. Et le marché a commencé à timidement prendre le pari, avec quand même 11% de hausse en un peu moins d'un mois et demi. Mais je pense qu'il va continuer et Carrefour sera le mot de la fin. Rendez-vous pour les décisions de la gestion sous un format plus habituel la semaine prochaine, qui permettra de faire le point sur les marchés au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Au revoir.